En condensé, le troll désigne celui qui intervient dans un débat donné pour le polluer sur le ton de la gaudriole, dans le but de faire perdre tout esprit de sérieux à ce débat qu'il veut détourner. Le malentendu structure pourtant la communication. C'est le refus de reconnaître ce fait, notamment par le désir vain et lamentable de contrôler son partenaire, qui engendre des pathologies. Admettre en effet qu'émetteur et récepteur d'un message sont dépositaires, nécessairement, de versions différentes de leur interaction, de leur dialogue, c'est replacer l'altérité au cœur de la communication, en accueillant l'incompréhension non seulement comme part incontournable de cette communication, mais aussi comme condition nécessaire à sa réalisation humaine, non télégraphique. C'est toujours subjectivement dès lors que l'on décide si un troll fait preuve de cette volonté de polémiquer en allant au-delà de la volonté d'avancer dans une discussion, que reprennent les définitions. De mon point de vue strictement singulier, j'ai toujours la marge pour trouver mon interlocuteur tendancieux ou polémique, s'il ne tombe pas automatiquement sous le feu de ma lampe. Somme toute, aucune définition substantielle de la notion de volonté, évanescente, absolument incontrôlable, n'agit comme garde-fou contre l'étiquetage de troll de l'interlocuteur qui ne partage pas notre avis. Quelle que soit la définition du troll, empêcheur volontaire de tourner en rond, ou incitateur à la dérision bien involontaire, bouffon mal assumé, ou agitateur bon gré mal gré, l'apparition de ce néologisme nous indique plus incisivement la nécessité de nommer un manque. La contradiction devient pathologique et doit être circonscrite dans le règne solipsiste du moi-je. L'affreux troll et la répulsion qu'il suscite désignent la figure un peu monstrueuse de notre propre incapacité de communiquer vraiment, sans accueil de la parole de l'autre. Et là où la vérité n'est plus qu'une affaire de subjectivité, où la communication régresse à ce point fatal, son nihilisme non assumé commande que nous soyons tous le troll d'un autre. Notre monde devient un monde de trolls, où tout le monde est troll, ou n'est pas. Le troll, collectif ou néant, naît comme produit d'une perte, et en tant que tel, contient sa bonne nouvelle. Le troll est moins un ennemi à combattre qu'une part de nous-mêmes à réapprivoiser, reconquérir, la possibilité de retrouver les conditions d'un vrai dialogue. L'image du troll, à l'instar de celle de geek, participe à la grande fantasmagorie moderne de la perte de notre substance relationnelle, dont nous devons compenser et représenter le manque par des images surréelles. Il faut être troll, ou autrement dit, être étrange, pour se différencier d'un tout où la communication réelle devient obsolète. Dominé par le principe de plaisir égotique, qui étouffe par tous nos pores les possibilités d'ajournement de nos propres satisfactions, la réalité d'une communication partagée dépassant l'horizon nombriliste pour survivre traite avec l'imaginaire pour créer une hyper-réalité. La communication à l'autre et l'échange véritable doivent transiger avec la réalité qui les néglige pour créer ces objets hyper-réels dans l'imaginaire. Le troll, avec le geek, le nerd, le no-life ou encore le gamer, sont alors des idoles, des faux authentiques et des avant-postes de la réalité d'une communication intersubjective et communielle qui disparaît. La répulsion relative qu'ils peuvent susciter n'est qu'alimentée par la fascination d'une perte de nous-mêmes qu'ils rappellent. Ce sont des expressions nécessairement équivoques. Le troll comme le geek symbolisent donc, écartelés dans leur dualité, une perte et nous portons leur nom pour représenter des espaces de partage encore possibles. Si toutes les créatures de cette rêverie ont le vent en poupe et ne doivent plus être défendues comme au moment de leur émergence, c'est que ce sont des figures isolationnistes, création de microcosmes d'entre-soi, en retrait des autres, mais non en marge du monde. Elles s'isolent dans le monde et n'échappent dès lors pas à ces logiques totalisantes. Le cortège des nouveaux spécimens merveilleux dont ne cessent de receler les communautés geeks ne s'inscrit pas en marge du monde, duquel il pourrait, par distanciation, s'affranchir et changer la donne, sur lequel il aurait un franc pouvoir de transformation. En tant qu'isolés du monde, dans le monde, ces communautés sont tout à fait adéquates aux logiques politiques de l'isolation, de l'individualisme, du chacun pour soi. Au-delà de ces interprétations pressées, le geek personnifie, tout en essayant d'y survivre, davantage un refus du réel qu'un pivot de résistance, un tremplin d'au-delà. Le geek, le troll et le nerd sont des anti-héros de la lutte. Ils nomment consciemment ou non les manquements à l'humanité qui se perd, mais en restant à la féerie, sans retour critique agissant à la réalité. Ils forment entre eux un système clos, de retrait, de niche, d'échappatoire, loin d'assumer le principe d'action qui casse les frontières de leurs espaces ludiques de rassemblement,
engageant à la responsabilité commune et sans frontières du changement, encore une fois nécessairement collectif. Ces identités sont en réalité adéquates au spectacle marchand et au dominium de sa profusion d'images qui s'autonomisent en mondes images, un renfort à la vie par procuration et au silence du combat réel. Le geek, comme le troll, sont des incarnations infantilisantes, conservatrices et par là publicisées. Nous avons pris le contrôle des machines. Combien sommes-nous? Impossible à dire. Une seule certitude, nous sommes partout. Et plus nombreux chaque jour. Nous sommes les geeks. Bon, je me suis jamais habillé en pyjama pour aller sauver des gens dans la rue. Ça n'a jamais été non plus mon délire profond. Mais c'est beau de ne pas vouloir grandir. Moi, c'est les gens qui acceptent foncièrement de ne pas vouloir grandir sont des gens que j'aime beaucoup. J'ai une grande tendresse pour ces gens-là.